8h45, Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Oui, que se passe-t-il en Turquie ? Pourquoi cette gigantesque purge décidée par le président Erdogan et quel type de pouvoir veut-il asseoir sur son pays ? La situation est complexe, mais Europe 1 vous éclaire avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut français d'analyse stratégique, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonjour David Rigoulet-Rose, merci d'être avec nous ce matin. Dites tout d'abord, que penser de ces gigantesques purges ? Au moins 55 000 personnes, militaires, mais aussi juges, professeurs, arrêtés, suspendus, limogés. On a l'impression que les listes étaient déjà prêtes, avant le coup d'État. Oui, alors c'est probable parce que depuis longtemps, le président Erdogan a l'intention de marginaliser un certain nombre de personnes qui lui posent problème. D'une certaine manière, le coup d'État avorté se présente comme une divine surprise parce qu'il lui offre la possibilité, l'opportunité justement de procéder à des purges qu'il avait anticipées mais qu'il n'avait pas forcément les moyens ou l'opportunité légitime à ses yeux d'effectuer justement concrètement. Parce que l'arrestation effectivement de juges, de professeurs après un coup d'État militaire, ça semble quand même très étrange. Le périmètre effectivement de la purge est extrêmement important. Il ne concerne pas que l'institution militaire, même si c'est quand même à la base l'institution militaire qui est privilégiée, puisque un officier général sur 3 est mis de côté. Donc d'une certaine manière, et puis on peut rappeler quand même que l'institution militaire est très liée à l'histoire turque, à la laïcité d'Atatürk, etc. Et donc il y avait un contentieux important depuis longtemps avec l'institution militaire, qui avait déjà pour partie été purgé précédemment au plus haut niveau par Erdogan, mais là c'est d'une certaine manière c'est l'accomplissement, l'aboutissement de ce à quoi il voulait parvenir. Alors l'état d'urgence instauré pour 3 mois, le pays annonce qu'il va déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. Il parle également de rétablir la peine de mort. Est-ce que la Turquie va devenir une dictature ? Alors il y a une ironie de l'histoire, c'est que l'état d'urgence est instauré au moment où nous on le réinstaure en France. D'ailleurs il s'est pas privé de remettre Jean-Marc Ayrault à sa place au motif que le ministre des Affaires étrangères aurait fait une remarque déplacée justement en intervenant en émettant un jugement. Il lui a répondu, mêlez-vous de vos affaires. C'est ça, effectivement. Alors la différence, c'est que quand même, elle est notable, c'est que dans le cas français, il n'est pas question de rétablir la peine de mort, justement au regard des conventions internationales, etc. Ce que lui envisage très sérieusement, et là c'est vrai que ça introduit un gap par rapport au processus d'adhésion qui était censé avoir été relancé. Dans sa dernière édition, hier soir, Le Monde, vous l'avez sans doute lu, parle d'une démocrature pour la Turquie, une dictature qui aurait l'apparence de la démocratie. Vous êtes d'accord avec l'analyse ? Alors, oui, c'est assez juste parce que la force d'Erdogan, quand même, c'est d'avoir un soutien populaire massif. On va rappeler qu'il est élu quand même. À chaque fois, il a été élu et réélu. Sans ambiguïté, et donc de ce point de vue-là, il peut se prévaloir de la légitimité du suffrage, ce qui n'est pas rien quand même. Donc on n'est pas dans une logique dictatoriale au sens strict, même si évidemment il habille son hyper-présidentialisme sous une forme légitimiste, etc. Mais enfin, en tout cas, dans la lettre, il est dans la logique du processus démocratique, même si dans l'esprit, on peut effectivement se poser un certain nombre de questions. Un homme qui a été élu et puis réélu, vous nous le disiez à l'instant. On a vu les Turcs descendre dans la rue dès les premières heures du coup d'État. On a vu aussi les rassemblements de soutien au pouvoir qui se sont ensuite poursuivis. Est-ce que la population turque aujourd'hui soutient réellement Erdogan ? Je crois qu'il ne faut pas confondre Istanbul et le reste de la Turquie. Il y a un soutien massif de la population anatolienne, etc. Au président, effectivement, à Erdogan. C'est certainement un processus long qui confirme sa dérive autoritaire. On parle de néo-ottomanisme de la part d'Erdogan, mais il peut se prévaloir effectivement d'une légitimité populaire. Justement, à ce propos, les Occidentaux, les réactions sont diverses. Il y a celle des Européens, on a parlé de celle de Jean-Marc Ayrault à l'instant, celle des États-Unis aussi. Anissa, vous avez reçu un tweet sur cette question. Oui, effectivement, un tweet de Jonathan Higgins qui dit « C'est très préoccupant cette situation à tout point de vue, le pire étant à venir sur les conséquences de la crise migratoire et sur le terrorisme ». Et d'où cette question, est-ce que les Occidentaux finalement ont d'autres choix que de soutenir au final le président Erdogan, puisque ce tweet y fait allusion. Rappelons que la Turquie est le pilier du flanc sud-est de l'OTAN, notamment dans la guerre contre Daesh, contre l'État islamique, partenaire clé également de l'Union européenne sur la question des migrants. C'est vrai que Erdogan est particulièrement habile, il sait qu'on a besoin de lui.
Et donc, il peut se permettre d'imposer un certain nombre de conditions qui sont les siennes, même si il y a une fragilité à long terme de son pouvoir, parce que il fonctionne quand même sur une logique de chantage souvent. Et donc, mais c'est vrai que la position des Européens est très embarrassante, d'autant plus que Angela Merkel avait signé un accord avec lui concernant la gestion migratoire. Des migrants, et donc, oui. évidemment, il utilise ça comme une arme pour faire pression sur les Européens, qui doivent comprendre, pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas le faire l'économie d'Erdogan. Il y a la question des migrants, il y a effectivement également la question de la lutte contre le terrorisme. Et est-ce que la capacité de lutte de la Turquie contre Daesh va être affaiblie par ce coup d'État manqué, coup d'État militaire, parce que l'armée va forcément en ressortir diminuée. Vous expliquiez tout à l'heure le nombre de cadres très importants de l'armée qui est en train d'être écarté. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la lutte contre le terrorisme ? Justement, c'est une vraie question. C'est-à-dire que sa victoire effective en ce moment soulève une hypothèque pour le futur, justement pour la gestion militaire de certains problèmes. Il y a le cas du PKK, il y a le cas effectivement de Daesh, et l'affaiblissement de la structure militaire, quand même, qui était la colonne vertébrale de l'État turc depuis Atatürk, effectivement, va poser la question de la fragilité et des incertitudes géopolitiques qui concerne le pays. Pour terminer, je reviens justement à ce coup d'État militaire manqué. Depuis la première heure, le président Erdogan désigne comme coupable l'imam Fethullah Gülen, qui est exilé aux États-Unis depuis 1999. Est-ce qu'on est certain aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, que c'est bien lui, le cerveau du coup d'État ? On est certain de rien. En tout cas, c'est Erdogan, lui, le présente comme une certitude, parce qu'effectivement, c'est une confrérie avec laquelle il était lié, d'ailleurs, pendant plusieurs années, au début des années 2000, et puis les choses se sont distendues pour un certain nombre de rivalités de pouvoir. La confrérie est plutôt dans une logique d'entrisme discrète au sein des institutions, et on retrouve là, justement, la purge dans le périmètre à la fois militaire, judiciaire et de l'administration, même de l'enseignement, où Erdogan suspecte effectivement les adeptes, les affidés de la confrérie d'être extrêmement présents. Un coup d'État en tout cas qui fait bien, on le voit, les affaires du président turc. Merci beaucoup. Merci. David Rigoulet-Rose pour votre éclairage sur la situation en Turquie dans Europe 1 vous répond, et bonne journée à vous.